Bonjour à tous. Donc, merci avant tout à Guy Valencien pour cette invitation. C'est un honneur, d'autant plus avec cette table ronde très variée et qui va permettre vraiment de traiter le sujet dans le fond avec les points de vue des différentes parties prenantes. Le sujet qu'on va adresser du coup pour les 40 prochaines minutes, c'est un vaste sujet, des établissements de soins jusqu'au domicile, œuvrer ensemble, ou plutôt comment œuvrer ensemble. On voit aujourd'hui qu'il y a 80% des Français qui attendent des politiques publiques une incitation au maintien à domicile. Et on a connu une accélération du virage ambulatoire. Maintenant, on voit l'importance et la nécessité d'un virage domiciliaire. Par contre, de virage en virage, attention à la sortie de route. Donc, le sujet, c'est aussi de se dire qu'on a aujourd'hui des outils, des solutions, beaucoup d'outils de solutions. On a les HAD, on a les CPTS, on a tous les acteurs territoriaux en localité qui agissent auprès des patients. Et finalement, l'enjeu n'est plus forcément de légiférer. En tout cas, c'est l'impression que j'en ai après avoir échangé avec chacun d'entre vous, mais plutôt de réussir à passer à l'échelle. On voit qu'il y a des initiatives locales très intéressantes, mais qui ne sont pas forcément toujours réplicables. Et puis, les approches très descendantes ne marcheront peut-être pas. Et en fait, finalement, ce qui se dégage, c'est peut-être 3 dimensions sur lesquelles je vais vous proposer qu'on échange. C'est finalement comment est-ce qu'on fluidifie le parcours de soins en mettant plus de collaboration, plus de coordination et surtout plus de communication. Alors, avant de regarder ce qui se passe en France, je vous propose d'abord qu'on commence avec un point de vue en dehors de France, un point de vue du Danemark, avec Anne Smetana, qui est donc attachée santé à l'ambassade du Danemark, et qui a un point de vue et du recul sur des retours d'expérience au Danemark, notamment sur la mise en place des accords santé entre les différentes parties prenantes et les pôles de santé qui ont beaucoup désengorgé les hôpitaux, de ce que j'ai cru comprendre. Oui, merci beaucoup et c'est un grand honneur d'être invité à CHARM. Juste pour introduire, je représente un pays qui a un système public de santé. Nous sommes 5 800 000 et nous avons un accès gratuit universel à notre système. Pour parler de ces accords de santé et les pôles de santé que nous avons créés entre les 3 acteurs principaux au Danemark, ça veut dire les hôpitaux, les médecins généralistes et les municipalités. Je veux juste dire que depuis 2007, le Danemark a transformé notre système en un système hospitalo-centré, un système centré aux soins primaires et la prévention. 3 stratégies ont joué un rôle central. D'abord, on a fait une réforme structurelle où, au lieu d'avoir 14 départements, on a aujourd'hui, depuis 2007, 5 régions qui s'occupent des hôpitaux et aussi les accords avec les médecins généralistes qui sont libéraux comme en France. Au lieu d'avoir presque 300 municipalités avant 2007, on a aujourd'hui 98 municipalités qui sont responsables de prévention, rééducation, soins au domicile. Et ce qui est intéressant aussi à dire, c'est qu'en 19 080, on avait 128 hôpitaux. Aujourd'hui, on a une quarantaine. On a 21 hôpitaux avec urgence où on est en train de créer depuis l'an dernier des pôles de santé avec ces acteurs principaux. Les généralistes jouent un rôle de garde-barrière du système de santé danois. On ne se pointe pas aux urgences comme on veut. Ils s'occupent de 9 patients sur 10. Et une municipalité au Danemark est 50 000 habitants. Et on a, comme vous êtes en train de faire en France, aussi des centres de santé qui travaillent avec les soins au domicile. Et on a transféré beaucoup de professionnels de santé en 2007 vers les municipalités pour qu'ils aient des compétences, mais aussi une taille où il y avait un milieu de professionnels. En 2007, on a fait des accords de santé entre les acteurs qui se rencontrent au niveau politique et au niveau administratif. Et je me rappelle bien, en 2007, la méfiance entre les acteurs et que les hôpitaux pensaient qu'ils étaient le plus importants dans les locaux. Mais que je trouve aussi que maintenant, 15 ans après, qu'on a eu un autre respect
entre les acteurs, je peux vous dire que le Danemark s'est très bien sorti de la pandémie de Covid-19. Peut-être on n'a pas fini encore. Et ça, c'est aussi grâce, évidemment, aux tests, au fait qu'on a un système numérique, mais c'est aussi parce que les acteurs ont appris à collaborer parmi ces accords de santé. Les accords de santé visent les gens, les patients, les citoyens qui tombaient entre deux chaises avant, ça veut dire les maladies chroniques, les personnes âgées avec multi-maladies et aussi les personnes en psychiatrie. Ce que on a dit en 2021, 15 ans après la grande réforme, c'était de dire qu'il faut co-créer beaucoup plus avec les patients. Alors, on crée des pôles de santé au lieu d'avoir des accords de santé, seulement des 21 pôles de santé autour de ces 21 hôpitaux avec urgence. Ça veut dire que 5 régions ont environ 4 à 5 pôles de santé. Dans ces pôles de santé, dans chaque région, les patients, représentants des associations de patients, font aussi partie. Et c'est sûr que ce qui est intéressant, c'est cette responsabilité populationnelle. C'est aussi de dire, c'est très relationnel de se comprendre, de comprendre les besoins qu'on a aussi dans les municipalités. C'est aussi de travailler ensemble avec ces patients ciblés, mais surtout aussi d'avoir des données de santé. Juste pour vous dire que je ne vais pas parler beaucoup des données de santé, mais nous avons depuis 2003 une plateforme nationale où les patients ont accès à leurs propres données autant que les professionnels. On a aussi une plateforme avec tous les médicaments, ça veut dire que si j'ai été hospitalisé, mon médecin généraliste a aussi accès. Et cette communication et partage d'informations est très utile au niveau de télésanté. Je veux dire aussi que la pandémie nous a montré ce que vous faites aussi en France. On fait plus de 50% d'ambulatoires, traitements d'ambulatoire, mais on se réalise qu'on fait trop. On fait de l'ambulatoire où il n'y a pas d'évidence, on fait des contrôles où les patients peuvent faire les contrôles eux-mêmes à la maison. Alors, il y a une très, très grande augmentation de télésanté au Danemark. Nous avons, depuis 2013, commencé avec la télésanté, les soins à domicile. Parmi les 5 régions, la région Nord a fait un grand projet qui a été aussi évalué, qui a été aussi, on a fait de recherche. On a commencé avec le bronchopneumonie chronique obstructive. Une autre région a fait du télésanté en psychiatrie. Ces 2 exemples, on est en train de le faire à l'échelle nationale. C'est fini qu'on peut dire, chez nous, dans une région, on est très, très spécial, alors on ne peut pas utiliser vos expériences. Je pense qu'avant 2007, c'était toujours comme ça, de dire, on fait des pilotes, on fait des projets, mais on recommence parce que chez nous, c'est différent que chez les autres. Ça, c'est une discussion qu'on n'a plus. Ce qu'on fait, c'est que de faire une infrastructure informatique nationale, on fait un centre de services et de soutien logistique dans une région qui s'occupe des 5. Et on a fait une offre envers le privé, parce que même quand on a un système public, on a une très grande collaboration avec le privé, ce qui s'est aussi produit pendant la pandémie. Et je peux vous dire que la télésanté est très bien vue, comme j'ai entendu aujourd'hui, chez les patients, que peut-être les barrières ont été chez les professionnels de santé. Et ça ne veut pas dire qu'on n'a pas, dans le temps, on a eu une discussion entre l'humanité et la technologie. Mais je pense que la réponse est que c'est les deux. Et que, comme on a fermé beaucoup d'hôpitaux, et comme il y a des distances pour aller à un hôpital universitaire, il y a beaucoup de nos patients qui n'utilisent pas le temps, le transport sur le chemin et qui restent chez eux.
Et la télésanté, j'en ai beaucoup d'exemples, comment ça fonctionne et qu'est-ce qu'on fait. Et ce qui est intéressant, c'est aussi l'articulation finalement au Danemark entre la télésanté et l'hospitalisation à domicile. Oui. Dans ce que j'entends de ce que vous dites, il y a aussi du coup des outils qui ont été mis en place de façon transverse et c'est peut-être aussi des outils qui étaient aussi plus faciles à mettre en place du fait de la taille. C'est vrai qu'on est dans une proportion un petit peu différente. On est sur 9 millions d'habitants, donc on est plutôt à l'échelle d'une région, on va dire. 6 millions, donc voilà, une région toujours. Oui. C'est vrai que ce lien entre télésanté, HAD, enfin hospitalisation à domicile, en effet, si on revient un peu en France, on peut se dire l'hospitalisation à domicile en France, finalement, aujourd'hui, sachant que c'est à la fois établissement de santé et intervenant au domicile, comment est-ce que la HAD peut aider justement à une coordination, à une collaboration, comme on l'a vu peut-être au Danemark, pour améliorer l'efficience, faciliter le lien entre toutes les parties prenantes? Et du coup, Isabelle Hubert, vous avez été ministre et vous êtes... Je ne fais pas encore de théâtre. Excusez-moi. Ni de cinéma. Elisabeth Hubert, donc, vous avez été ministre et vous êtes présidente de la Fédération nationale des établissements d'hospitalisation à domicile. Est-ce que vous avez un regard sur cette question, en effet, de comment est-ce que la HAD peut aujourd'hui articuler ce lien et faciliter l'efficience? Alors, au-delà de la correction sur mon prénom, la deuxième chose, c'est je ne crois pas avoir entendu Madame prononcer le mot hospitalisation à domicile. Elle a évoqué une démarche qui est une démarche de soins à domicile avec l'implication de beaucoup de professionnels. Et je voudrais déjà corriger une erreur. L'hospitalisation à domicile, ce n'est pas tout ce que Madame a évoqué. Elle a évoqué, je le répète, les soins à domicile. Et l'hospitalisation à domicile en France n'a pas du tout vocation à se substituer à l'ensemble des activités de soins au domicile. Dieu m'en garde. Et d'ailleurs, je pense que l'assurance maladie commencerait à vite se rapprocher de nous, encore plus activement qu'elle n'aurait tendance à le faire actuellement. Donc, ce que je veux dire sur l'hospitalisation à domicile, nous sommes un petit segment. Nous sommes effectivement, comme j'ai souvent l'habitude de le dire, tout à la fois une passerelle, mais également un animal hybride. On appartient à l'air et à la terre. On est mammifères et oiseaux. On est dans les deux secteurs. Et ce côté passerelle, ce côté appartenance à établissement de santé, nous donne effectivement la possibilité de prendre en charge des patients extrêmement lourds, complexes sur le plan des soins, et surtout, non seulement qui sont complexes, mais qui imposent un certain nombre de préalables, qui sont que les professionnels se parlent, ce n'est pas complètement inutile quand on s'occupe de soins, qu'ils coopèrent. Il faut aussi que nous évaluions les situations, parce que, je le répète, tout ne relève pas de l'hospitalisation à domicile, et bien heureusement, les CPTS sont en train de se créer, mais également des équipes de soins qui seront peut-être moins lourdes, un peu plus souples, mais qui permettent aux professionnels libéraux de travailler ensemble. Nous avons un travail d'évaluation pour justifier qu'effectivement cela soit bien quelque chose, une prise en charge qui relève d'un système hospitalier. Et puis nous avons une dernière chose qui est celle de la pluridisciplinarité, c'est-à-dire que nous, lorsque l'on a un patient que nous devons prendre en charge, nous avons un triple regard qui est nécessaire. On n'est pas plus malin que les autres, mais je dirais qu'effectivement, c'est notre organisation, c'est nos textes qui sont comme cela, et ils sont bien. C'est d'avoir une évaluation médicale, c'est quoi le projet thérapeutique, le patient que nous prenons, quelle est la particularité qui fait que nous allons intervenir. Nous avons une évaluation soignante, nous allons le prendre en charge pour tel projet thérapeutique, mais de quelle nature sont les soins infirmiers? Y a-t-il besoin de soins de rééducation? Y a-t-il besoin de soins de nursing? Y a-t-il besoin d'autres intervenants? Et puis, troisième évaluation, psychosociale, c'est-à-dire que ce patient, nous le prenons dans sa dimension qui est celle de son environnement du domicile, d'où le fait que bien souvent, nous disons aux professionnels hospitaliers conventionnels que attention, ne faites pas l'évaluation à notre place. Nous allons sans doute, c'est d'ailleurs pour ça qu'on nous reproche, parfois à juste raison, d'être un peu long dans nos délais de prise en charge, mais parce que nous allons aller voir au domicile, ce qui est aussi une réalité que connaissent bien les professionnels libéraux. Donc, si vous voulez, l'hospitalisation à domicile, elle est un segment. Nous prenons en charge 160 000 patients par an. C'est vous dire par rapport aux millions de patients à quel point c'est réduit. Ce que je veux simplement évoquer, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes, enfin je l'espère,
à la veille d'une grande réforme. Je crois que nous sommes un certain nombre de personnes ici présentes qui devrions nous retrouver au Mans. Nous savons que nous allons y être vers 10h et on va partir vers 17h. S'il y en a qui savent ici ce qui doit se passer, ça serait sympa de partager parce qu'on ne sait pas trop. Mais ce que j'espère, c'est qu'effectivement, ce CNR Santé sera le prélude de ce que l'on vient d'entendre, qui a été fait il y a quelques années au Danemark, c'est-à-dire une piste de lancement où des acteurs se sont rencontrés. Bon, alors sauf qu'on s'est quand même déjà rencontrés les uns ou les autres un certain nombre de reprises par le passé, mais enfin bon, c'est peut-être le bon moment, la bonne journée, la bonne configuration, et il faut impérativement qu'on se mette effectivement à sortir de notre tunnel, de notre ligne de course, et qu'on apprenne à se parler. Alors, l'hospitalisation à domicile, je vous dis, on n'existerait pas si de toute façon on ne se parlait pas. Donc, une fois encore, nous ne sommes pas plus vertueux, nous ne sommes pas plus malins, mais c'est inhérent à notre mode d'organisation et à ce que nous faisons. Alors, vous avez évoqué, et j'en finirai là, CPTS. Je fais partie de ceux qui, effectivement, mettent beaucoup d'espoir dans ces formes organisées des professions de santé libérale. Je mets beaucoup d'espoir aussi dans les dispositifs d'accompagnement à la coordination. Et pourquoi je parle de ces deux systèmes? C'est parce que ça veut dire que l'on donnerait enfin... Et pour avoir beaucoup péché sur le plan du jacobinisme, je suis prête à avouer toutes mes erreurs et donc devant à dire à quand la prééminence des territoires? À quand, demain, allons-nous pouvoir effectivement devenir des acteurs entre des gens qui se rencontrent, qui peut-être se peignent à un autre niveau, mais qui, sur le plan du territoire, vont être d'accord pour accompagner une population donnée et donner pour chacun le meilleur de ce qu'ils savent faire et de ce qu'ils peuvent faire. Et c'est vrai que l'enjeu, c'est finalement que la HAD soit beaucoup plus connue et beaucoup plus utilisée. Ça passe aussi peut-être par le lien entre les hôpitaux et la HAD. Lamine Garbi, donc vous êtes président de la Fédération des hôpitaux privés. Comment est-ce que vous voyez ça? Quels seraient les freins à lever finalement pour que cette collaboration marche encore mieux et soit beaucoup plus fluide? Alors le privé est plus lucratif, donc celui qui est radioactif en ce moment. Mais je vais essayer d'être service public. Merci à Guy ce matin parce qu'il a mis les 4 fédérations sur le service public de santé. 5, pardon. Il y en a déjà 2 sur la table. On est d'accord, Elisabeth, toujours? Oui, il y en a 5. Il y en a 5, oui. C'est la tienne, la 5e? Non, c'est Unicancer. C'est vrai. Mais ils vont venir avec nous, Unicancer. Sophie est là. Sophie, j'ai dit. Hein. Alors, tous ensemble. C'est vrai qu'il y a 6 ans, à cette même table, Agnès Buzyn parlait de silos. On va en reparler lundi. Alors, j'ai une information que tu as pour lundi. C'est l'heure de la fin? Non, c'est quand notre ministre nous a invités, certains individuellement, je pensais que ce serait un petit comité pour travailler et prévoir, je dirais, une belle journée. On va être 450. 450, ça va être top pour la concertation. Alors, la question que vous m'avez posée, c'est comment on peut mieux faire? Quels sont les freins? Déjà, tout va pas mal. Et moi, j'ai vraiment apprécié l'intervention de Bernard Kouchner. Je me suis dit, bon, il va remonter à un temps que j'ai connu, mais ça a bien progressé. On a l'impression que tout va mal, qu'on est en difficulté, qu'on se plaint, on est recroquevillé. En plus, il pleut à Chamonix cette année, c'est la première année qu'il pleut. Je m'attendais, j'ai promis du soleil, on a de la pluie. Donc au moins, tout le monde est dans la salle, ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. Alors comment on peut améliorer? Je prends un exemple concret. Je suis un des premiers dans mon groupe d'établissement à avoir créé l'HAD en 2006 à Pézenas, côté de Béziers, pour ceux qui ne connaissent pas Pézenas. 70 patients affiliés, ça marche bien. Et je me suis dit, je vais essayer d'aller un petit peu sur Montpellier pour les patients qui sont opérés à Pézenas et qui sont opérés à Montpellier. Je réunis 150 médecins dans mon établissement montpelliérain et je leur parle de la HAD. Eh bien, ils ne connaissaient pas. Ils ne connaissaient pas. C'était il y a 15 jours, hein. C'était pas il y a 10 ans, il y a 15 jours. Alors d'un côté, je me suis dit, ça fait plaisir. Au moins, la concurrence locale à Montpellier, elle ne profite pas de mes patients de la clinique. Ils ne vont pas en HAD. Donc, il y a du boulot. Comment on fait? Eh bien, on garde l'esprit Covid. Commando, smartphone, on échange. Simple, on échange. Il faut que le médecin qui est en charge de l'HAD, qui a la direction, il y en a plusieurs, hein, forcément, il aille voir ses confrères et explique ce que c'est que l'HAD. Parce qu'il y a 2 freins à l'HAD. Le premier, c'est les familles. Parce qu'il ne faut pas croire, certaines familles ne veulent pas avoir papy, mamie au milieu du salon avec des perfusions, etc. Il ne faut pas se voiler la face. C'est parfois leur mari ou leur femme. Oui, je ne rentrerai pas dans ce débat-là, Elisabeth, tu le sais, c'est un terrain glissant entre nous. Donc, premier frein, c'est les familles. J'essaie de te taquiner un peu parce qu'on avait dit qu'on se chamaillerait en public. Pour donner de la vie. Voilà, pour donner de la vie. Parce qu'on en a plein de vie et c'est beau la vie.
Premier frein, la famille. Deuxième frein, les médecins généralistes. Parce que pour eux, l'HAD, ce n'est pas eux. Alors qu'à l'origine de la création de l'HAD, c'était eux qui devaient être là. Alors, c'est les médecins co. Donc, moi, je dis simple. Il faut simplifier. Si tu ne simplifies pas à notre niveau d'organisation, de planification, puis moi, je ne supporte pas qu'on dise que le système de santé ne va pas bien, parce que je suis un des acteurs de cette planification, de cette organisation. Donc, je me dis, ça fait 30 ans que je fais du syndicalisme. Moi, je suis un syndicaliste, je ne suis pas non plus un planificateur d'État, parce que là aussi, on pourra en parler sur l'État, la complexité de la chose, des réformes, etc. Voilà, c'est une couche de plus, ça a été dit ce matin, DGS, DGOS, CNAM, ATIH, machin, etc. L'enfer, l'enfer. Et puis quand on arrive au 7e étage du ministère de la Santé, il y a le ministre, et le ministre, voilà, mais il ne faut pas tout faire. Donc il faut simplifier. Et à nous aussi, sur le terrain, de prendre en charge, je dirais, ce qui se passe. Tu l'as dit, il y a les confrères pharmaciens, le maintien à domicile, Gilles Bonnefond en parlerait, mais tout le temps, toute la journée, et bravo à lui pour faire ça. Il faut simplifier. Le message que je veux passer, c'est qu'il faut qu'on simplifie, et que ceux qui sont acteurs de l'HAD, 160 000 patients, il faut qu'on double, Elisabeth. Il faut qu'on double. Là aussi, tu l'as dit, il ne faut pas que l'assurance maladie vienne trop contrôler, parce que ça suffit, tu l'as dit, j'ai vu qu'il y avait des contrôles T2A qui allaient avoir lieu. Bon, on sort du Covid, on ne va pas revenir dans l'ancien monde, ça commence un petit peu à fatiguer. Donc voilà, moi je veux simplifier, dire aussi que la passerelle avec le monde hospitalier sera toujours étanche, toujours public-privé, mais il faut qu'on garde l'esprit Covid. Et merci à Guy d'avoir ouvert cette journée sur l'esprit tous ensemble, et que ce ne soit pas un 20 mots, parce que moi j'en ai marre, quoi. Voilà, j'en ai marre, je vais rentrer chez moi et je vais faire autre chose, parce que si on n'est pas tous ensemble un jour où on a oublié le Covid. On n'a plus de masque, on s'embrasse, etc. On l'a oublié. Et c'est ça la nature humaine. La nature humaine sera toujours plus forte que les pandémies et que les lois qui nous pourrissent la vie en permanence. Voilà. Et le tous ensemble, c'est aussi avec les libéraux, parce que finalement, Bien cette sûr. simplification, se dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui... J'ai que des libéraux dans ma fédération. Que des libéraux. J'ai d'autres problèmes aussi. Parce que les libéraux, il faut les gérer. C'est pas toujours facile. Mais c'est aussi... Moi, je commence à recevoir déjà des fléchettes dans le dos, là. Mais c'est aussi l'enjeu de la coordination de la médecine de proximité, finalement, parce qu'on se rend compte qu'il n'y a pas forcément de solution magique descendante et que c'est beaucoup une somme d'actions locales qui parfois marchent. Et du coup, j'ai envie de donner la parole à Serène Mauborgne, donc, qui a été députée du Var et qui est aussi infirmière libérale, finalement pour se dire... aujourd'hui, cette coordination locale, justement, c'est un facteur clé de succès. Comment articuler cette médecine de proximité? Est-ce que ça passe par une extension du rôle? On en parlait au début de la journée, se dire que finalement, il n'y a pas forcément que le médecin et cette coordination du soin de premier recours, il vient peut-être aussi davantage des infirmiers, des aides-soignants. Donc, de ce point de vue-là, est-ce que vous pensez qu'il y a un rôle à jouer pour les infirmiers libéraux dans cette articulation de la médecine de proximité? Oui, bien sûr. D'abord, je pense qu'il y a une forme de paradoxe aujourd'hui à se poser la question du lien ville-hôpital, puisqu'en fait, tous les professionnels de santé passent par l'hôpital. C'est leur maison première. Qu'ils aient été internes, élèves infirmiers, ils sont tous formés à un moment donné à l'hôpital. Donc, c'est notre maison mère. Donc déjà, par principe, et on s'en est bien rendu compte pendant la crise Covid, même les libéraux ont eu envie d'aller donner la main à l'hôpital, en plus d'accomplir leurs fonctions naturelles en ville. Donc déjà, ça, c'est une première question. La deuxième question, c'est, et je reprends un peu les propos de Lamine Garbi, on ne peut pas considérer qu'en réalité, les problématiques ne sont pas les mêmes. Quand on est, par exemple, sur des pôles publics-privés, et où c'est le privé qui ne va pas bien. Moi, c'est mon cas, par exemple, dans le golfe de Saint-Tropez. En ce moment, ça ne va pas bien dans la clinique qui est accolé au pôle public. La réalité, c'est qu'en fait, on est en train de mettre à mort l'hôpital public parce qu'on ne va pas soutenir le privé. Et aujourd'hui, les problèmes du privé sont les problèmes de chacun. Et du coup, forcément, les problèmes des libéraux de ville, parce qu'ils se retrouvent avec personne pour répondre à leurs demandes. C'est-à-dire qu'on est en train d'entrer dans un territoire qui draine 500 000 personnes par jour en plein été, les plus grandes fortunes de la planète, et pas de réponse de soins. C'est quand même hallucinant de se dire qu'on peut arriver à la question patient demain dans ce type de questionnement aujourd'hui. Et c'est pour ça que moi je pense que non seulement il faut s'appuyer sur les CPTS en tant qu'ils sont un recours
pour l'ensemble de la communauté professionnelle, qu'elle soit publique, privée, intra- ou extra-hospitalière, mais il faut en plus leur demander leur propre solution. Parce que je pense par exemple à la question des centres de soins non programmés, qui sont sortis un peu du chapeau début juin avec l'arrivée de François Braun au ministère. Moi, j'y ai travaillé, puisque j'ai eu cette chance de ne pas être réélue. Donc, j'ai pu participer à l'effort commun des urgences cet été. Et j'ai travaillé à la fois à l'hôpital en tant que renfort et à la fois dans le centre de soins non programmés, qui a été d'une performance extraordinaire, grâce d'ailleurs en partie aux praticiens des hôpitaux privés qui, avec leur population qui partait sur la Méditerranée, venaient nous aider en renfort. Donc ça, c'était merveilleux. On a eu une expérience assez extraordinaire, mais l'incrémentation avec les professionnels de terrain ne s'est pas faite. Et moi, aujourd'hui, si je pouvais avoir encore des choses à dire en tant qu'ancienne parlementaire sur la question de la place des soignants, puisque j'en suis une et que je le suis restée tout en étant parlementaire, c'est qu'il faut arrêter de plaquer des systèmes. Il faut toujours peut-être faire un pas de côté quand on a une bonne idée pour se dire comment est-ce que les soignants locaux vont pouvoir l'accompagner. Si on avait mis les fonds FIR, je vais m'arrêter là-dessus, je vais être très courte, si on avait mis les fonds FIR à disposition des infirmières hospitalières en disant, voilà, vous allez vous aussi travailler au CNSPT, parce que on a besoin que vous fassiez connaissance entre les gens qui sont des purs libéraux et les gens qui sont des purs hospitaliers. Si on avait dit aux infirmières qui viennent renforcer dans les centres de soins non programmés, on va vous mettre à l'hôpital avec le même remboursement, compensation d'honoraires journaliers, on aurait créé une vraie dynamique. Et moi, ça, c'est mon regret, c'est qu'aujourd'hui, on ne fait pas ce pas de côté en se disant, finalement, on a affaire à des adultes, les professionnels de santé sont des grandes personnes, et on va leur demander comment est-ce qu'ils voient, eux, ce nouvel outil qu'on peut mettre à leur disposition. Et l'idée du lien ville-hôpital, la dernière chose que je voudrais dire, c'est qu'à mon avis, le patient chronique, ça a été beaucoup évoqué aujourd'hui, peut être un facteur de lien extraordinaire. L'onco, tout ce qui est le secteur de l'oncologie et des maladies chroniques, ils peuvent eux aussi être des porteurs de liens entre la ville et l'hôpital, et je pense qu'on ne s'appuie pas assez sur eux. Mais avec un effet très positif, et je rejoins le volontarisme optimiste de Lamine Garbi. Et c'est vrai qu'on a besoin de s'appuyer sur eux, mais à la fois on a aussi besoin de leur donner les bons outils. Ça passe peut-être aussi par la communication, parce que les acteurs locaux n'ont pas forcément toujours une parfaite connaissance de l'offre de soins locale complète. J'ai envie du coup là-dessus de donner la parole à Benoît Fralin, donc, qui est directeur du centre hospitalier Sud Seine-et-Marne et président de la Mutuelle nationale des hospitaliers. Le sujet finalement, c'est de se dire qu'on a l'impression que certaines initiatives locales, le succès des initiatives locales est très dépendant parfois de quelques personnes qui vont vraiment impulser le changement. Comment est-ce qu'on peut réussir à passer à l'échelle sans être dans une approche top-down ? Est-ce qu'il y a à un moment des bonnes choses à répliquer ? Quel est votre point de vue sur le sujet ? Alors très clairement, oui, il y a plein de bonnes choses partout. Alors on l'a dit, moi je retiens quand même, c'est très intéressant là, le tour de table. Alors je vais peut-être décevoir une partie de l'assistance, mais je ne vais pas du tout aller en contre avec tout ce qui a été exprimé. Alors j'ai deux co-intervenants qui avaient envie de créer de l'animation. Moi je ne vais pas en créer parce qu'en fait je suis globalement totalement d'accord avec ce qui a été exprimé. J'ai pas non plus envie, j'ai entendu un intervenant ce matin dire qu'il se posait la question d'aller faire du ski. Alors moi, j'ai pas du tout envie d'aller faire du ski. Et j'ai encore moins envie d'aller faire du ski quand j'entends ce qui a été exprimé par notre collègue danoise, parce que, sans vouloir contrarier le président de la FHP, je pense qu'on a fait quand même pas mal de choses. On a quand même essayé plein d'outils, on a quand même essayé des dispositifs. Et donc j'ai entendu l'utilisation d'une méthode que je n'avais pas vue chez Elisabeth Hubert d'autocritique publique, mais je pense qu'on a quand même mis en place plein d'outils, souvent par la loi. Voilà, exactement. De le faire soi-même, c'est plus pratique. Autres, voilà. On est d'accord. Et donc, et on voit qu'on a des limites clairement dans l'action. Donc là, il y a un vrai sujet actuellement, et enfin, je fais partie. Je pense qu'on est quand même très nombreux. Alors même s'il va y avoir 450 personnes, on sait que ça va essaimer. Il faut espérer qu'il en sorte à un moment quelque chose et qu'on reparte effectivement des exemples de terrain. Et ensuite, il y a plein d'acteurs qui peuvent relayer.
Moi, je peux témoigner dans mon exercice professionnel, dans le territoire dans lequel je travaille. Alors, on a des trucs assez hybrides et on peut trouver des solutions parfois. On a plein dans la caisse à outils qui est déjà à disposition et qu'on oublie de temps en temps. C'est une lecture un peu roborative, mais dans le Code de la santé publique, il y a plein de solutions. Et on se rend compte que dans les dispositions du Code de la santé publique, la plupart d'entre nous, en fait, on les a oubliées. On les a vus passer dans une loi, on a dit tiens, ça c'est pas mal, un jour on va y aller. Puis en fait, on les a oubliées. Et donc, je pense que c'est peut-être pas la peine qu'on nous fasse, excusez-moi, la Xème réforme pour mettre un nom sympathique sur une loi. Il faut plutôt effectivement, alors un peu dans la logique de l'esprit Covid que je partage tout à fait, qu'on reparte de solutions locales, que probablement dans la logique d'ailleurs c'est assez intéressant que nous a proposé finalement celui qui n'était pas encore ministre avant l'été et qui l'est maintenant, le système de caisse à outils. Et je pense qu'après, on est capable de s'organiser entre les professionnels dans les territoires. Je vous donne un retour expérience, j'allais dire, locale. Moi, je travaille dans un établissement dans lequel on a fait des choses qui, a priori, sont un peu décalées parfois. On en discutait tous les deux avant. 3 exemples. Alors, on porte une HAD. Je suis d'ailleurs adhérent et cotisant de la fédération présidée par ma voisine. Je confirme. Voilà, donc œcuménique. Et on porte une HAD. Et on est parti d'une HAD que je qualifie de subclaquante. On était à 2 doigts de la fermer. Elle avait en gros 10 patients. Elle en a en gros aujourd'hui à peu près 80. On a mis 6-7 ans à le faire parce qu'on est quand même à l'hôpital public. Donc on y va solidement, mais ça prend du temps. On peut y arriver. On a fait le choix en discutant avec les libéraux. Ils ont monté leur CPTS sur une partie de notre zone d'intervention. On a appliqué un truc qu'on nous a mis à disposition et qu'elles ont accepté. C'est plutôt des dames. Je suis au conseil d'administration de la CPTS. Et elles viennent siéger autant que de besoin au directoire du centre hospitalier. Donc on se parle. On communique des échanges tous les jours. La disponibilité des lits de l'hôpital est connue des membres de la CPTS. On leur dit si on est planté, pas planté. Je peux vous donner un autre exemple. On a malheureusement un opérateur à vocation commerciale qui a disparu à 400 mètres de l'hôpital. Il a fallu qu'on se réorganise. On a monté un GCS dans lequel on accueille des praticiens libéraux qui travaillent dans l'établissement et avec des patients qui sont accueillis en secteur 1. On n'a rien inventé, c'est dans le Code de la santé publique. Donc de temps en temps, je ne vous cache pas, j'ai tendance à m'agacer souvent, je suis assez agacé d'entendre des gens très intelligents, beaucoup plus que moi, expliquer qu'on va nous ramener une solution de je ne sais pas où, alors qu'en réalité, on sait faire et on a la dynamique dans le territoire. Donc effectivement, il faudrait peut-être qu'on bascule, on ne va pas passer d'un extrême à l'autre, mais qu'on sorte un peu du jacobinisme et qu'on se rapproche peut-être un peu du girondisme. Et je pense que dans les territoires, et en impliquant les élus, ça c'est un sujet sur lequel moi je suis extrêmement sensible, en leur expliquant les choses, parce que quand on va faire ce qu'ont fait nos amis danois, parce qu'on va y retourner, il faut être honnête, sur des réorganisations de l'offre de soins, si on n'a pas impliqué les élus et si on ne leur a pas expliqué que oui, c'est peut-être embêtant qu'on déplace une activité ou qu'on la concentre, mais qu'on a des schémas alternatifs et qu'il y a une organisation collaborée avec tous les acteurs, on n'aura pas du tout la même réaction des élus. En général, on éteint la lumière et puis après, on regarde ce qui se passe. Ça serait bien qu'on change le mouvement. Donc moi, je crois vraiment au fait de nous laisser l'initiative et qu'on nous fasse confiance. Avec un point, c'est que si on veut, et c'est bien le sujet, alors ça peut paraître étonnant, chacun est dans son rayon, c'est un vrai problème, et je pense que là, on a une fenêtre de tir. Il faut qu'on arrive en fait à sortir de nos rayons, et en particulier, je le dis très clairement, ça va peut-être pas plaire à tout le monde, mais je pense qu'il faut qu'on arrive à décentrer l'hôpital, et y compris, moi je pense qu'on l'a malheureusement ramené vers de l'hospitalocentrisme avec différents outils, alors, dont les groupements hospitaliers de territoire, où en fait on a fini par se regarder le nombril. Donc il faut qu'on dépasse, qu'on aille vers d'autres limites en quelque sorte et d'autres frontières pour pouvoir mieux organiser les choses. Et là, je suis très clairement, donc je confirme, j'ai vraiment pas envie d'aller au ski parce que je me dis qu'il y a une fenêtre de tir dans les mois qui viennent. On va peut-être réussir à faire bouger les lignes. Oui, et finalement, c'est vrai que c'est un enjeu d'articulation, un enjeu de communication peut-être aussi pour que les personnes en local aient une bonne connaissance de ce qui existe, qu'on leur mette en main peut-être des clés de lecture, peut-être des outils digitaux ou de communication pour qu'ils aient facilement accès à la disponibilité, en effet, dans l'hôpital le plus proche, ce type de choses.
Et finalement, le dialogue, est-ce qu'il peut s'instaurer à l'occasion du CNR Santé? Est-ce qu'il peut s'accélérer finalement à l'occasion du CNR Santé? Attendez, je crois surtout qu'il ne faut pas attendre. On a tous dit qu'effectivement, on attendait au niveau du territoire. Je suis complètement d'accord sur, y compris l'exemple pris par François Braun sur la boîte à outils. La boîte à outils, on a tous les outils. Enfin, on en reparle depuis des décennies. On a un peu les cheveux blancs, c'est pas étonnant. Hein. Donc, on a une boîte à outils, elle est en désordre. Et il y a des gens qui ont su faire. Donc moi, ce que j'attends du CNR, c'est surtout de dire, ce n'est pas au niveau national que les choses vont se faire, c'est qu'il y ait une impulsion de donner et une nouvelle feuille de route sans doute de donner aux directeurs des agences régionales de santé. Nous n'en avons pas encore parlé depuis déjà un certain temps, depuis ce matin. Moi, je crois au rôle des directeurs d'ARS, je ne sais pas s'il y en a ici, s'il y en a, voilà, je blague, directeurs d'ARS, et des délégations territoriales. Il y a des délégations départementales. Il faut qu'au niveau de ces délégations départementales, elles soient ces médiateurs, ces facilitateurs, pour effectivement faire ce que vous avez évoqué, vous avez parfaitement raison, il y ait des lieux et des instances où les gens se rencontrent, se disent « Tiens, finalement, celui-là, je pensais que c'était quelqu'un qui n'était pas bien, mais finalement, il est sympa, elle a bonnes idées, etc. » Les élus, les amener aussi à tempérer de temps en temps certaines ardeurs pour éviter qu'ils n'aillent effectivement piquer des praticiens dans un territoire qui est à côté où en réalité nul n'aura ainsi gagné quoi que ce soit. Donc c'est ça qu'il faut que l'on fasse. Donc moi, j'ai des ambitions mesurées du CNR. C'est, on s'est réunis une fois et on fait ensuite ailleurs. Sereine. Oui, j'ajoute que Ma Santé 2022 avait consacré la possibilité de faire des CTS, les conseils territoriaux de santé, qui sont quand même un objet qui, quand on s'en empare bien, peut être extrêmement performant sur le plan des relations à l'échelle territoriale. Mais je rejoins la dernière remarque d'Elisabeth Hubert sur la question de la concurrence. La rareté fait la concurrence aussi dans les territoires. Et c'est pour ça que c'est très important de laisser la responsabilité aux politiques de rendre aux citoyens et aux patients, in fine, des comptes sur la manière dont ils auront géré, et pas seulement sur une question de performance pour son territoire, son petit chez-soi, son petit précaré, mais justement à l'échelon d'un bassin de vie, justement. Ça me paraît beaucoup plus important que village par village, parce que sinon on crée des distorsions de concurrence. Oui, absolument. Lamine ? Oui, sur ce que j'attends de la CNR, moi, c'est bon, on prend, c'est pas bon, on ne prend pas. Et l'esprit Covid, c'est quoi? Vous en avez parlé. Merci pour le soutien des cliniques privées, parce que vous avez rappelé qu'on était mortels. Oui. Par rapport au CHU, qui lui est immortel. Donc l'esprit Covid, c'est quoi? C'est de créer un lien entre l'immortel et le mortel. C'est pas facile, mais on y arrive. On y est arrivé pendant toute la période Covid avec la réanimation, et cet été avec les urgences. Et tu l'as très bien dit, Elisabeth, les ARS. L'ARS doit avoir un rôle, je dirais, de gendarme. Et quand on dévie, nous ou l'autre, il doit nous rappeler qu'on a des droits et des devoirs et qu'on doit accéder, comme on souhaite accéder aux missions de service public, il faut qu'il y ait les mêmes droits et les mêmes devoirs. C'est ça l'esprit Covid. Tous ensemble, avec chacun les mêmes droits, les mêmes devoirs, et je dirais les mêmes missions. Donc voilà, moi ça me plaît. Et aussi qu'on puisse déroger. On n'a pas de pharmacien, je vais rentrer dans un détail, on n'a pas de pharmacien hospitalier qu'on prenne un pharmacien de base, comme je suis, un docteur en pharmacie, ça suffit. On n'a pas de médecin urgentiste qu'on prenne un médecin, je dirais un médecin généraliste avec une compétence d'urgence ou qui soit couvert par un senior. Il faut déroger, il n'y a plus de médecin. Alors, est-ce qu'on va continuer à se plaindre? Non, qu'on soit inventif et sur les territoires, on déroge. Et comme ça, on a pu passer un bel été. Il ne faut pas penser que l'été s'est fait de manière très simple. Quand il n'y avait plus qu'une seule infirmière ou deux infirmières, on a fait venir celle des services pour donner un coup de main. Et on n'a pas fermé, ou du moins le moins possible, nos services d'urgence. L'esprit Covid, il faut le garder. Absolument. Juste un petit point, je me permets, parce que vous avez compris, j'ai deux casquettes. Expliquer aussi qu'il y a un financeur principal, qui est l'assurance maladie, et il y a tous les assureurs complémentaires, dont les mutuelles, qui ont aussi un rôle à jouer dans le dispositif. Et vous avez posé à plusieurs reprises la question, notamment sur la communication. Alors effectivement, on a un exercice de communication à faire à l'endroit des adhérents, des mutuelles, pour y compris leur expliquer, et un certain nombre d'acteurs le font mieux que d'autres, pour leur expliquer effectivement quelles sont les offres dans les territoires qu'on peut leur proposer et les soutiens qu'on peut leur apporter. Parce qu'il y a aussi parfois, par exemple, dans la logique du maintien à domicile, les assureurs complémentaires, les mutuelles en particulier, ont des vrais outils de réponse sur ce champ-là que d'autres n'ont pas, et ils amènent un cofinancement qui facilite en quelque sorte la prise en charge et le parcours du patient. Il faut aussi l'avoir en tête dans le mouvement qui est en cours. Donc on n'a plus qu'à ranger la boîte à outils et ça va fonctionner alors.
Bon, je pense qu'il y a peut-être aussi une dernière question, c'est finalement qu'est-ce qu'on attend du coup du CNR Santé, si on devait peut-être en un mot se donner une ambition, un objectif. On en a déjà un petit peu parlé, on a expliqué en effet ce qu'on souhaitait faire, mais... Il n'y a plus de temps pour répondre. Allez. 10 mesures et qu'on puisse déroger. Donner un cap. Voilà, la liberté. Donner un cap. Donner un cap. Donner un La cap. liberté sur les territoires. Parfait. Merci à tous. Merci.